Pour une meilleure compréhension de cette chronique, je vous invite à regarder la précédente si vous ne l'avez pas vue. La perte de l'identité comorienne. Les frontières, c'est avant tout, je vois pas les frontières du bon côté, moi. Les frontières, c'est avant tout ça. Je pense qu'elles étaient, je sais, je peux pas enseigner là-dessus, mais je pense qu'elles ont été créées dans un but soit commercial, mais en tout cas dans un but d'intérêt. C'était pas dans le but d'unifier des gens. C'est le but de séparer les individus. Je dis que à part d'ici, vous êtes chez moi, à part de là-bas, vous n'êtes plus chez nous. Et c'est une manière très, on va dire, euh, très imposante et très extrême en fait. Ça débouche rarement sur des bonnes choses. Donc ces deux mots-là, je pense pas que si certains parmi vous définissent l'identité comorienne et dans ces points qui définissent l'identité comorienne, il y a la notion de frontière et de valeur, je pense que ce serait une très mauvaise idée. Je pense plutôt que ce qui devrait nous définir de par nos origines, notre histoire, serait plutôt nous identifier en tant que peuple à travers ce que nous avons en commun dans notre histoire, l'histoire d'un peuple qui est issu d'un mélange culturel et qui a survécu jusqu'à aujourd'hui malgré la colonisation, etc. L'histoire des sultans batailleurs, l'histoire des esclaves, parce qu'il y a eu des esclavages, qui dit sultan, il y a eu de l'esclavage forcément au Comore. C'est ça, c'est une des choses qui devrait nous identifier, parce que ça, c'est des choses pour lesquelles on a en commun, en plus du sang. Et la deuxième chose, parmi les choses qui devraient identifier notre peuple, il y a la langue. Comme je vous ai dit, la langue, c'est le fruit d'une société. Bien qu'elle soit en fait un outil, mais elle reflète une société parce que à travers la langue, je donne l'exemple de Hazim Zongo, à travers la langue, on peut comprendre comment réfléchir une société, à travers les mots qu'il utilise. Donc, notre langue elle-même, elle est issue d'un mélange. Moi, je vois pas ce mélange-là comme étant une erreur. En fait, c'est une chance, en fait. Parce que déjà, rien qu'au niveau de la prononciation, je pense qu'au niveau chez les Comoriens, on a quasiment toutes les formes de prononciation possibles, en fait. Contrairement aux Arabes. Chez les Arabes, le mot, je pense qu'il y a des lettres des prononciations qui existent en français. Par exemple, chez le français, le r, ça n'existe pas. Chez l'arabe, ça existe. Ainsi de suite. Alors que nous, en fait, le fait qu'on ait du français et de l'arabe, on arrive à prononcer le ha aussi bien que le kha. Il y a aussi d'autres mots qui sont prononcés chez les Français qui n'existent pas qui existent chez l'arabe, chez les Français qui n'existent pas chez l'arabe, et ainsi de suite. Donc le fait d'avoir une langue qui est issue des mélanges, c'est une richesse. Parce que aujourd'hui, si un Comorien va parler comorien, si quelqu'un maîtrise le comorien, ce sera plus facile pour lui d'acquérir en fait une nouvelle langue. Parce que en fait, rien que sa propre langue est issue de plusieurs mélanges, et du coup, il va pouvoir faire facilement la transition. Donc, identifions-nous par rapport à nos langues, et en dernier point, identifions-nous par rapport à nos us et coutumes. C'est indispensable. Nous sommes un peuple, nous avons forcément une façon de célébrer, une façon de faire, une façon de faire les choses. Quand je dis us et coutumes. Et c'est ce qui nous identifie, et quand on voit très bien, nos us et coutumes sont aussi le fruit d'un mélange. Notre façon de célébrer est issue des mélanges. On va voir des choses qui ressemblent aux Indiens, des choses qui ressemblent aux Bantous, etc. Et des choses qui ressemblent aussi aux Arabes, parce qu'en fait, forcément, la religion a influencé sur nos façons de vivre. Donc, voilà comment je verrais, si je suis pas en train de déposer une idée, mais quand on me dit identité comorienne, moi ce que je pense en premier, c'est ça. Une langue commune, une histoire commune, des us et coutumes communes. Pas de frontières, pas de valeurs. Donc, maintenant qu'on a assez parlé du sujet de l'identité, revenons à ce que j'avais dit avant. J'avais dit qu'en fait, finalement, on perd l'identité. Pourquoi je dis qu'on perd notre identité? Je vais me baser encore une fois par rapport à ces trois mots que j'ai cités. C'est parce que déjà, rien qu'au niveau de l'histoire, notre histoire, elle est assez vague, elle est floue. On ne sait pas d'où qui est venu en premier. Est-ce que ce sont les Shiraziens, les Bantous ou bien les Indiens? On ne sait pas jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui,
nos historiens ont du mal à se mettre d'accord sur quelque chose. Heureusement, il y a un anthropologue, il me semble, qui fait des recherches là-dessus. Encourageons-le et voyons ce que ça va donner par la suite. Donc déjà, notre histoire, elle est assez floue. Vu qu'on est tradition orale, on a peu de photos, peu d'illustrations, et forcément, les anciens sont partis et on a du mal à reconstituer notre histoire. Alors que l'histoire est une force. L'histoire n'est pas enseignée aussi. Pourquoi? Parce que nous, en fait, on enseignait l'histoire à travers les halé halé. C'est la coco qui venait, qui rencontre l'histoire, la grand-mère, et ça s'est perdu, ça. Moi, bon, peut-être je fais partie de la dernière génération à qui on a raconté des halles. Je pense pas que ma petite cousine là qui est née en France, on lui a raconté des contes. Non. La petite là, j'ai des cousines qui sont nées aussi aux Comores, mais je pense pas que leur grand-mère elle leur racontait des contes. Non, je pense pas. C'est une tradition qui s'est perdue et ça s'est perdu et on a perdu aussi notre histoire par la même occasion parce qu'on est de tradition orale. On n'a pas fait la transition. On n'a pas écrit les choses. Et pour vous dire que c'est une erreur, même au niveau de l'islam, la parole de Dieu, donc le Coran, était transmis par tradition orale. Ça aurait arrivé à un moment donné, ils se sont dit, bon, si on continue comme ça, le Coran va être modifié sans qu'on le sache, ou va se pervertir parce que on n'aura pas laissé des écrits, des choses qui bougent pas. Et ça, c'est grâce au développement de la librairie, je sais pas, sa librairie, en gros, des livres, qu'on a commencé à mettre ça sur du papier. Mais avant, c'était sous des pots de chameau et tout ça. Et puis, c'était des gens qui mémorisaient, qui transmettaient au fur et à mesure la mémorisation. Mais je dis, mais non, on ne peut pas continuer comme ça très longtemps. Il faut qu'on mette ça sous des livres. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, le Coran n'a jamais bougé jusqu'à aujourd'hui. Parce que ça a été écrit sous des livres. Nous, nos histoires, elles sont juste racontées. Elles sont pas écrites. Enfin, elles sont écrites, mais elles sont pas encore standardisées. On ne sait pas aujourd'hui que, voilà, aujourd'hui, on va faire un cours d'histoire sur les Comores. Voici ce dont on va parler. Soit on va te parler d'un côté de la politique, donc la colonisation, etc. On va dire, ah, c'est l'histoire des Comores. Mais non, c'est plus que ça. Il y a aussi ceux qui étaient là avant. Mais ceux-là, quand est-ce qu'on va te les rencontrer? Il n'y a pas une chronologie. Mais on va prendre une bout de l'histoire, on va dire, voilà, lui c'est Mbaye Chambwe, lui c'est telle personne, etc. Et après, à toi de faire le mélange de tout ça et trouver un truc. Ce qui fait qu'au niveau de l'histoire, chacun a sa propre histoire. Donc c'est une des raisons pour laquelle je disais que notre identité se perd. D'autre part, la langue on a assez parlé, je pas revenu dessus, elle n'est pas standardisée pareil. Elle n'est pas notée, elle n'est pas identifiée, notre langue. Or, aujourd'hui, je pense qu'on a les capacités de le faire. Mais je pense pas que c'est quelque chose qui est ancré dans nos priorités. On y pense, mais réellement, on l'a pas vraiment mis en priorité. Le troisième point, les us et coutumes. Les us et coutumes, bah, c'est assez large. Je me suis pas penché là-dessus, mais moi, par exemple, les us et coutumes comoriennes, je les connais très peu. Parce que c'est pas enseigné encore une fois. Et moi, dans mon parcours, j'allais pas forcément à des événements, à des mariages et tout ça. Pour des raisons qui me sont personnelles. Mais les us et coutumes sont censés être enseignés. Elles sont censées être standardisées. Qu'est-ce qui définit aujourd'hui un grand comorien, par exemple, par rapport à ses us et coutumes? Qu'est-ce qui identifie un moélien par rapport à ses us et coutumes? Qu'est-ce qui identifie un Anjouan, etc. Et qu'est-ce que les comoriens ont en commun par rapport à leurs us et coutumes? Qui serait en fait justement cette chose qui contribue dans l'identité comorienne. Aujourd'hui, on s'identifie seulement aux us et coutumes de son île, ou bien aux us et coutumes de son quartier, enfin de sa ville. Parce que même entre d'une ville à une autre, on n'a pas forcément la même façon de célébrer. Donc, il y a encore un flou là-dessus. Donc, c'est pour ça, c'est pour ces trois raisons-là que je dis qu'en fait, plus le temps passe, plus on perd notre identité. Et comme je définis que tout ça est flou, ça veut dire que jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas d'identité. Là, je parle de perdre une identité, mais en fait, une identité que nous n'avons même pas. Parce qu'aujourd'hui, chacun a sa propre identité. Donc, c'est l'identité de telle personne, d'une telle partie des Comoriens. Mais les Comoriens ensemble n'ont pas encore une identité. On la cherche toujours jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il y a un travail qui n'a pas été fait. Et le peu d'éléments là qui font que on arrive à se distinguer, à se dire on est comorien, on est différent des autres parce que on fait les choses de telle manière, ça se perd aussi parce qu'en fait il y a déjà un problème sur la chaîne de transmission. Quand je regarde par exemple au niveau de la langue, je vous montre ce schéma qui est là.
j'ai fait un schéma là dans lequel j'essaie de représenter en vert les Comores géographiquement et la France en bleu géographiquement aussi. Donc je pars du principe que le bonhomme qui est là, qui est comorien, qui se trouve aux Comores, qui est né là-bas, a pour langue le chikomori et l'arabe. Je distingue bien le chikomori et l'arabe, même si je sais que dans le chikomori il y a de l'arabe, mais l'arabe plutôt dans le côté religieux. C'est-à-dire qu'il y a le chikomori qui utilise au quotidien et l'arabe littéraire qui utilise l'arabe complète et littéraire qui utilise dans un cadre religieux pour lire, pour comprendre les œuvres liées à la religion. Vu que la religion prend une grande place chez nous, surtout chez les gens des grandes Comores. Et je reviendrai un jour, parce que je parlais un jour d'histoire des Comores, mais ça remonte pas aujourd'hui. Les grands Comores avaient depuis très longtemps un lien très fusionné avec la religion. Donc, ce Comorien-là que j'ai représenté là, il va avoir une descendance qui va transmettre cette langue-là. Ça s'est fait des années. Mais après, il y a eu une colonisation. Par la colonisation, il y a eu le processus de créolisation. Le français s'est introduit petit à petit dans notre langage. Donc, ce qui fait que les Comoriens qui sont nés par la suite, moi faisant partie, ils ont hérité du chikomori, l'arabe et le français. Donc, sauf qu'entre-temps, une fois nous entre-temps on était là, on bougeait pas, on voyageait pas, en tout cas très peu. Les voyages étaient destinés aux gens qui appartenaient à un certain niveau social. Mais grâce aux colons, ou à cause du colon, on est poussé à faire nos études ailleurs. Et à voyager, par la même occasion. Des Comoriens, notre peuple, des gens faisant partie de notre communauté, font leur vie ailleurs. J'ai pris l'exemple là d'un Comorien qui a voyagé vers la France. Donc lui, il apporte avec lui le chikomori, l'arabe et le français. Parce qu'il est né, il est issu de la colonisation, il est un produit de la colonisation, donc forcément il a ces trois langues-là. Lui, quand il va être ici, du fait que nous, il y a un problème de transmission, j'ai expliqué tout à l'heure qu'on ne crée pas l'ambiance, le contexte qui favorise la transmission du chikomori. Lui, à la fin, il ne va pas transmettre l'arabe et le français, il va transmettre le français. La question est la suivante. L'enfant qui est né aujourd'hui en France, qui connaît que le français, qu'est-ce qu'il va transmettre à ses descendants? Le chikomori? Je pense pas. C'est-à-dire que, sur le long terme, à un moment donné, il y aura le comorien va être une langue morte en France. On va pas être utilisé en France, je veux dire. Peut-être, c'est une théorie. Regardons maintenant du côté de Comorien. Après la colonisation, je récapitule, il y a eu le chikomori, l'arabe et le français qui sont utilisés comme langue dans notre population, enfin chez les Comoriens. Donc, le Comorien qui est né au Comores, qui a fait toute sa vie au Comores, il va transmettre ça à ses enfants, à travers son éducation scolaire, religieuse et quotidienne. Mais il va aller un jour où, au fur et à mesure que notre langue n'est pas standardisée, le Comorien va se perdre. Il restera que l'arabe et le français. En tout cas, on utilisera un Comorien où il y aura beaucoup de français et beaucoup de mots empruntés à gauche et à droite d'autres communautés parce que notre langue n'a pas été étudiée, n'a pas été écrite sur du papier, n'a pas été standardisée. Quand je dis standardisé, je pense plutôt, c'est un mot que j'utilise plutôt dans mon métier, c'est plutôt pour dire un standard, quelque chose qui est commun, une référence en fait. Donc, elle n'a pas été mise sur papier et bien définie, ce qui fait qu'un jour ou l'autre, cette langue va passer aux oubliettes. Et pareil, avec notre identité, vu que notre langue fait partie, ce n'est pas notre identité, notre langue, ça fait partie de notre identité.